Singa et son invitée Vanessa Lemoine. Merci beaucoup. Bonjour. Alors déjà, pour la première chose, je voudrais juste m'excuser pour ma voix. C'est pas ma voix normale, hein. Donc j'ai pas une voix aussi grave de ténor. Sinon, j'aurais fait de la chanson, c'est sûr. Je suis victime de pollen, voilà, d'un petit rhume. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer une athlète médiatique, une journaliste entreprenante, une fouteuse de bonne humeur. On dit des grands sportifs qu'ils imposent leur style. Je pense qu'on peut aussi dire ça de toi. Quand tu es sur un plateau télé, tu joues, tu chantes, tu danses, tu pleures, tu ris, tu réponds à ta mère en direct, tu vannes et tu tacles, mais surtout tu commentes l'actualité sportive comme personne. Biberonné avec Stade 2, la Ligue des Champions, Roland, les JO, le Tour, tu t'es rêvé journaliste à France Télévisions. Aujourd'hui, tu es l'une des vedettes de beIN Sport, où tu enchaînes les émissions à grosse audience, l'Expresso, Happy Sports, l'Expresso Latte et beIN Center. Femme, fille d'immigrés algérienne, tu connais aussi le banc de touche de la France. Tu vas nous raconter comment tu as fait de ton identité rhizome une force. Je vais vous demander d'applaudir cette fighteuse de l'info et du divertissement. Alors, Vanessa, on va commencer pour apprendre à se connaître par un petit jeu. J'ai regardé des talk-shows américains toute la semaine là, pour préparer cette interview. Je suis au taquet. Tu as devant toi 3 enveloppes. Chacune représente un sport et donc une question qui est liée à ce sport. Je te les laisse choisir dans l'ordre que tu veux, nous lire la question et apporter ta réponse. Donc j'ai 3 enveloppes avec tennis, football, basket et évidemment je vais prendre football. J'espère que c'est pas une question piège et que je vais me taper la honte. Non, il n'y a pas de piège. Quelle est la plus belle passe décisive que tu as reçue dans ta carrière ? C'est plutôt assez simple finalement, parce que je pense que le point de départ, si on parle de ma carrière professionnelle, c'est une rencontre. À l'époque, j'étais en fac de lettres. J'étais en stage dans une chaîne de télévision locale qui s'appelait Yvelines Première, dans les Yvelines. J'ai atterri là-bas en fait parce que j'avais 0 contact. Moi, mon rêve, effectivement, c'était de travailler à France Télévisions. Je pense que j'avais 17 ans à l'époque. J'ai envoyé des CV partout pour avoir un stage et j'ai jamais reçu de réponse positive. Et je travaillais à l'époque dans un petit shop en fait à Saint-Germain-en-Laye où je suis née et où j'ai grandi. Et en fait, c'est le patron qui me dit, moi, je connais très bien Carl Olive. Qui est le directeur d'Yvelines Première. Si tu veux, je peux vous mettre en contact et voir si tu peux faire ton stage là-bas. Donc, j'ai pu avoir mon stage là-bas et je suis revenue régulièrement. Et en fait, un jour, Carl Olive, avec qui j'avais très peu de contacts finalement parce qu'il travaillait à Canal+ à l'époque, c'était le bras droit de Michel Denisot. Il me voyait en fait à chaque fois intervenir dans toutes les conversations concernant le foot et surtout le Paris Saint-Germain. Et il me dit mais pourquoi tu fais pas journaliste dans le sport ? Et en fait très naïvement à l'époque je lui réponds mais je peux. Et il me dit mais bien sûr pourquoi tu pourrais pas ? Et en fait je lui dis je sais pas, il y a pas de femme. Il y avait une femme en fait à l'époque qui était Sophie Thalmann. Qui était à Téléfoot. J'en avais connu à l'époque Marianne Macot, évidemment. Et je savais qu'il y avait une Nathalie Anetta aussi qui était à Canal+, mais j'avais pas Canal+. Moi d'ailleurs, le foot payant, je le regardais chez mon voisin, Nabil Djellit, qui travaille aujourd'hui pour l'équipe. Et donc je connaissais pas trop Nathalie. Et il me dit bien sûr que tu peux. Et d'ailleurs, je vais te le montrer. Et en fait, quelques mois plus tard, il m'emmène passer une journée avec lui. Et d'ailleurs, de ça, j'avais fait un programme. C'est-à-dire que j'avais filmé tout. Et il m'emmène à Canal+. Et je rencontre Nathalie Anetta. Et surtout, la première impression que j'ai d'elle, elle était sur un plateau. Elle était chroniqueuse à l'époque.
Elle était vraiment au début, je pense, de sa carrière, du moins dans le sport. Et en fait, Nathalie, elle profitait de chaque respiration, donc des hommes, pour intervenir. Et c'était assez impressionnant. Elle avait plein de charisme. Et je me souviens, à l'époque, je l'ai trouvée super grande. Et sauf que quand elle est venue me dire bonjour, elle était toute petite. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce petit bout de femme, ce qu'elle est capable de faire. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Quelques années plus tard, je la vois présenter la Ligue des Champions, on aurait dit Sharon Stone. Donc juste sur son petit siège comme ça, pareil, elle n'avait pas de fiche, toujours ce même charisme. Et j'ai finalement un peu calqué mes ambitions sur elle. Elle a été une inspiration. C'est un truc que j'ai un peu de particulier. C'est que moi, depuis que je suis toute jeune, à chaque fois que je voyais quelqu'un à la télévision, donc ça pouvait être un homme ou une femme, mais évidemment surtout les femmes, parce qu'elles me ressemblaient en fait, et j'étais monomaniaque. Steffi Graf, du coup, je voulais devenir tenniswoman. Je descendais en bas de mon immeuble et je faisais des allers-retours avec ma raquette sur le mur. J'ai eu ma période de foot aussi, mais ça s'est arrêté assez vite. Je ne sais pas si on en parlera. Oui, je pense que tu auras peut-être le temps d'en dire plus. Et donc, Carl Olive a été vraiment le déclic. Il ne m'a pas aidé par la suite, mais il a été la personne qui m'a fait comprendre en fait que oui, j'avais cette possibilité d'allier finalement ma passion avec le métier que j'avais envie de faire en fait. Voilà. Merci beaucoup. Pendant que tu choisis la deuxième enveloppe, moi je veux dire une petite chose parce que on a fait un précédent call pour préparer cette interview qui a été catastrophique. J'étais dans le train, j'ai entendu que la moitié. Mais dans ce que j'ai entendu, que je trouve extrêmement fort en fait dans ce que toi tu fais et qui à mon avis peut faire écho pour les entrepreneurs, il y a ce que tu viens de dire, cette capacité à lire en fait aussi le langage du corps des autres. Je pense que tu es très observatrice et tu du coup arrives à capter non pas seulement ce que les gens disent avec la parole, mais ce qu'ils disent avec leurs sourcils, le reste, les épaules, etc. Et donc ça, c'est aussi important pour un entrepreneur, quand on est en face d'un interlocuteur, de capter ce qu'il est vraiment en train de dire. Et donc ça, c'est un super tips aussi, je trouve. Et le deuxième que j'ai entendu et que j'ai trouvé formidable, c'est de demander quelles sont les rencontres qui t'ont marqué. Et tu m'as dit, c'est pas tellement des rencontres, c'est plutôt des choses qui ont fait écho en moi. Donc c'est-à-dire que certaines personnes t'ont dit, et il y a un truc qui m'a marqué, c'est le sourire. Quelqu'un t'a dit, je sais plus qui, il faut sourire quand tu rentres dans une salle. Et ça, tu as dit, c'est pas tellement que c'est grâce à cette personne que tu t'es mis à sourire. C'est juste que ça a fait écho en quelque chose que toi, tu faisais peut-être déjà ou que tu avais envie de faire. Et du coup, tu t'es mis à le faire. Et ça, c'est très important aussi pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est d'être à l'écoute, je dirais, des choses qui résonnent dans ce que notre entourage dit pour pouvoir justement nous développer et se rapprocher aussi de qui on est, de notre identité. Et je pense que le tips ou la passe décisive de sourire quand tu rentres dans une salle, ça doit être aussi assez essentiel pour la carrière, non ? Oui, tout ça, c'est extrêmement lié. Alors, ce truc-là, c'est qu'à plus tard, quand j'étais en école de journalisme, on avait une dame, c'était la voix de Oui Oui. Non, mais ça, c'est assez particulier aussi chez moi, c'est que c'est toujours des trucs un peu décalés. Et cette dame-là, elle était assez solaire. Et le conseil que j'ai retenu, elle m'a dit, effectivement, quand tu rentres dans une pièce, souris, ça te permettra en fait de voir, déjà toi d'envoyer un message qui sera non verbal, de quelqu'un d'ouvert, de quelqu'un de dynamique. Elle m'a dit, ton sourire va dire beaucoup de choses. Et surtout, tu vas te rendre compte que c'est de la communication, c'est-à-dire que normalement ton sourire va appeler un sourire, et la personne qui te sourit pas, soit c'est une personne que tu devras aller chercher, ce sera plus difficile, ou alors qu'il faudra baser. Parce que c'est ça aussi, c'est que des fois, ça sert à rien de perdre du temps. Y a des gens qui sont pas faits pour nous, tout simplement. Et il faut savoir plutôt miser sur ce qu'il y a de positif et qui va nous faire avancer plutôt que de perdre son temps, aussi des fois par ego, à essayer de séduire, je parle professionnellement évidemment, quelqu'un. Sur le non-verbal, en fait, moi j'en ai fait aujourd'hui ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là. Je lance un programme de média training.
Et c'est vrai que le non-verbal dit énormément de choses en fait sur une personne. C'est-à-dire que moi, en interview, à force, et c'est aussi de l'empathie, c'est une forme d'instinct de survie finalement que j'ai acquéri de par mon enfance, où je suis assez sensible en fait aux ondes des personnes et à leur posture, à leur façon d'être. Mais je sais lire en fait quand j'interviewe quelqu'un, et ça me permet aussi de les amener là où j'ai envie de les amener quand je les sens stressés, de savoir comment poser ma question. Est-ce que je peux être rentre dedans? Est-ce que la personne est détendue? Est-ce qu'elle va être réceptive si je fais de l'humour ou pas? Et il n'y a pas longtemps, par exemple, je fais Didier Deschamps et je me suis rendu compte à un moment donné, au début, il y avait une voix très très douce, très calme. Et en fait, au fur et à mesure, je l'ai amené, mais c'est vraiment par des tout petits détails en fait. Et il s'est mis en fait à parler super fort. Il parlait super fort et donc du coup, il était devenu lui-même. Et à un moment donné, sur une question, il a eu un Roland en fait, et parce qu'en fait, il a arrêté de respirer. Et parce qu'il était stressé. Ma question l'a stressé en fait. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, moi j'étais ultra stressée, de la même façon que j'avais perdu ma voix ce jour-là, de faire Didier Deschamps. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que les personnes que j'interviewe, et même un Didier Deschamps, peut être lui aussi stressé. Donc finalement, on est les mêmes personnes. Il faut juste qu'on arrive par le dialogue à se retrouver. Et voilà, c'est avoir de l'empathie pour l'autre. Sur les rencontres, et ça par contre c'est ma conception, c'est pas forcément la bonne, j'en sais rien, mais moi j'ai la foi. Je dirais pas en quoi, parce que ça sert à rien, mais je crois. Et j'ai la sensation, et Carl Olive en fait partie, mais j'ai eu plusieurs rencontres comme ça dans ma vie, et c'est pas tellement ces personnes-là en fait qui ont été déterminants, c'est mon écoute. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, il faut que je profite des personnes que je vais rencontrer, même si c'est 30 secondes, pour pouvoir prendre le maximum d'eux, parce que ça va me servir. Un Carl Olive, un Charles Bietri, quoi qu'il arrive, eux, ils ont déjà avancé dans leur vie, dans leur carrière, ils ont une expérience. Peut-être qu'en leur posant la bonne question, ils vont me faire gagner, je ne sais pas, peut-être 2 ans. Et ça a été le cas avec un monsieur qui s'appelle Patrick Chen. C'est au moment où j'étais à Orange Sport. Et Patrick Chen, moi j'ai grandi avec lui à la télévision, et il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est son naturel. J'ai toujours trouvé ça fou, j'avais l'impression que c'était mon tonton. Et je me suis dit, mais moi en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Au départ j'étais très lisse, je faisais la comédienne en fait, c'est-à-dire que j'avais des JT, et donc je me posais, je faisais mon journal et je jouais à la présentatrice. Parce que j'avais vu ça à la télé, j'ai grandi avec la télévision, et donc du coup je jouais un rôle. Mais j'avais envie d'aller plus loin, et en fait je sais pas, de casser ce côté, la caméra, et de parler vrai. Et en fait, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment derrière permis, je pense, d'en arriver là où je suis. Il m'a dit, à la machine à café, comment est-ce que tu parles? Est-ce que tu vas dire les Canaries pour dire les joueurs de Nantes? Et je lui dis, bah non. Il me dit, bah en fait, parle comme tu parles dans la vie de tous les jours. Donc, écris beaucoup. Mais quand tu écris comme toi tu parlerais. Et alors ça va changer toute ma vie. C'est-à-dire que ma façon de mon approche quand je prépare mes émissions, mes interviews, des fois, alors ça va sembler peut-être moins français, c'est moins léché, mais c'est un langage qui va faire que ma façon de parler va amener l'autre personne à parler aussi, elle, beaucoup plus naturellement. Et ça va faire sortir la personnalité. Donc, passe décisive de Vanessa, soyez vous-même, en gros. Ça, complètement. Est-ce que, je sais pas, en fait, ah oui, si on a le temps. Ah, génial, j'ai même pas fait gaffe. Je te propose de tirer une deuxième carte. Tennis ou basket? Je vais prendre tennis. Ouais, alors celle-là, j'ai galéré à la formulation, je sais pas si ça va être clair, mais on va voir. Quelles sont les infiltrations locales qui ne comptent pas comme du dopage pour une journaliste de haut niveau? C'est en référence à Rafael Nadal, qui fait des infiltrations dans le pied, alors moi, qui sont considérées comme pas du dopage. Et donc je voulais te demander, c'est quoi ta drogue qui est autorisée? J'ai entendu que tu buvais du café avec du coca, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Non, mais oui, complètement. Alors c'est tout alors, et ça dit plein de choses cette question. Je m'y attendais pas, mais alors par exemple aujourd'hui j'ai pris du Solupred.
donc je suis dopée. Non, je tombe souvent malade, mais je fais des trucs qui sont somatiques, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de stressé. Du moins, je le pensais. Mais en fait, j'ai somatique, je déclenche des choses, je fais de l'eczéma, je perds ma voix. Et en fait, je n'ai jamais raté une seule émission parce que j'étais malade. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Pas parce que je culpabilise ou autre, mais parce que quand je vais à l'antenne, quand je travaille, vraiment, en fait, si je fais pas, ça va me manquer. Il y a un truc, je vais me dire, c'est un raté. Et je suis obligée, en fait. Donc, j'étais avec la grippe, par exemple, à l'antenne. Oui. Et après l'émission, je me suis fait virer par mon boss qui m'a dit, mais c'est quoi ça? Donc, et j'avais le nez et tout. C'était horrible. J'ai filé la grippe à tout le monde. Et je me suis fait engueuler. Mais dès que je suis malade, j'essaie d'avoir un médecin pour avoir des antibiotiques, du Soluprède. Sinon, mon infiltration à moi, c'est le yoga. Le yoga, c'est aussi quelque chose qui a complètement changé ma vie et c'est une ouverture aussi. C'est une rencontre avec une prof qui était mon amie à la base. Et en fait, un jour, j'ai compris qu'il fallait que je l'écoute et que j'apprenne à prendre soin de moi. Et par le yoga, j'ai découvert beaucoup de choses. Et en fait, c'est ma préparation mentale et psychologique pour mes temps forts. C'est-à-dire que dans l'année, dans ma saison, j'ai des temps forts, je les pointe. Je me dis, OK, là, il faut que je sois prête pour ce moment-là, comme finalement, on aura Sarah tout à l'heure, mais comme les sportifs. J'ai des temps faibles, donc je me dis, voilà, je vais moins donner, mais je vais essayer de gérer pour faire voilà, ce qu'il faut. Mais je vais me concentrer surtout sur ces temps forts-là. Et par le yoga, j'essaye d'aller me préparer à ça. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais mon approche du yoga, elle est très simple, c'est que ça m'a appris à ne pas être en concurrence avec les autres, mais à être en concurrence avec moi-même. C'est qu'on est déjà des personnes uniques. Donc ça, c'est une chose assez précieuse, c'est-à-dire qu'il y a, à l'heure actuelle, pas une meilleure personne que toi-même, parce que tu es le seul avec cette composition-là. Donc finalement, tu peux que devenir meilleur, en fait. Tu peux que t'améliorer. Donc je me dis tous les jours, je vais bosser pour devenir une meilleure version de moi-même, en me disant qu'aujourd'hui déjà, je suis au top. Et ça change tout dans ma conception de mon métier, de ma vie de maman aussi. Ça change tout, ça me rend... je suis positive, quoi. Mais je vais sauter on reviendra au basket, qui est la dernière question. Je vais sauter, et je profite de ce que tu viens de dire, en fait, pour aller à une question que j'avais écrite, qui était pour un peu plus tard. La semaine dernière, j'étais au Parc des Princes. Sarah également était là pour un événement qui s'appelle Women Future. Qui était un événement auquel j'étais invité par Dominique et Sandrine de Mix City, que je salue d'ailleurs, qui était un très bel événement, qui était en fait qui est sur quelque chose de très important, qui est essentiel. Je pense que les gens qui étaient là étaient des gens qui étaient convaincus et qui je pense, au quotidien font avancer les choses, etc. Et moi, j'ai fait un truc avec le recul, que je trouve un peu nul. C'est-à-dire que le vestiaire de l'équipe du PSG était ouvert. Et l'un des grands moments pour moi de cet événement, finalement, c'est d'être allé dans ce vestiaire sous les maillots de Neymar, Messi et Mbappé, qui sont des mecs, pour me prendre en photo. Et je pense que c'est un des trucs que je vais retenir en fait de cet événement, plutôt que tout le reste, qui était peut-être un peu convenu et très policé. Et j'en viens à ma question, c'est que dans plein d'autres domaines comme l'environnement, etc., j'ai l'impression que notre pire ennemi, c'est pas tellement un ennemi identifiable, un connard, misogyne, raciste ou je sais pas quoi, c'est aussi nous-mêmes en fait, et nos comportements. Et donc quand tu dis le yoga, ça me sert à m'améliorer et à être en compétition avec moi-même, la question que j'ai pour toi, c'est comment on se combat soi-même? Parce que j'imagine qu'à l'antenne, tu as eu des comportements où peut-être tu as laissé faire ou bloqué des gens que tu n'aimerais pas bloquer en fait, quand tu y réfléchis 2 secondes. Et comment on arrive à s'améliorer aussi au fil du temps, soi-même. Alors là-dessus, j'ai une particularité, c'est que, en fait, je vais être vulgaire, j'en ai rien à foutre. Donc je n'ai jamais bloqué personne. Au contraire, c'est-à-dire que des fois, pour l'antenne, j'ai fait des choses sciemment, sachant que je pouvais être virée pour ça.
Mais par contre, je pense que j'ai un bon logiciel de base. Ma mère m'a bien élevée, j'ai des valeurs. Et j'estime que, en fait, à mon niveau, je mets une petite pierre en fait à l'édifice. Et quand j'ai en face de moi, et c'est ma conception aussi de mon rôle, des sportifs qui sont dans des situations difficiles, donc dans de la précarité, de la discrimination, en fait, mon rôle, c'est de leur permettre de se libérer et de parler. Si c'est pour pointer du doigt peut-être une façon de m'améliorer sur certaines choses, c'est peut-être plus une prise de conscience par rapport à ce que je suis, où avant, j'ai pas pu tolérer parce que de façon assez naturelle, et encore une fois, j'en reviens à comment j'ai été éduquée, quand quelque chose en fait ne me va pas, je réponds systématiquement, mais par contre, parfois j'aurais dû peut-être plus insister et aller un peu plus loin. Voilà, ça m'est arrivé, pas pour l'antenne, mais me retrouver face à un homme qui va m'embrasser, qui va chercher à m'embrasser. J'ai 18 ans, bah, je lui mets une baffe, en fait. Mais la prise de conscience de tous ces petits trucs-là, je l'ai eu beaucoup plus tard. Vraiment, je l'ai eu beaucoup plus tard, où je me suis rendu compte qu'en fait, à mon niveau, et grâce à la lumière en fait qu'on a mis sur moi, bah, j'ai une voix. Et en fait, il faut absolument pas que j'ai peur et que je ne parle pas. Parce que si je fais ça, ça n'avancera jamais. Et en tout cas, ça n'avancera jamais pour moi. Voilà. Donc là-dessus, désolée. Non, non, ma question c'est plutôt, mais en fait, tu te bats en fait. C'est pas mal comme information pour le Fighters Day, c'est de ne pas se laisser écraser à chaque fois qu'on a des... Alors, c'est mon avantage, c'est ma qualité, c'est à la fois mon défaut, c'est que malheureusement, et c'est pour ça que j'ai fait du yoga aussi, c'est que ça prend beaucoup d'énergie, c'est que effectivement, moi, j'ai toujours considéré la vie comme une bagarre. Et c'est-à-dire que je vais préférer quelqu'un qui va m'attaquer, parce qu'en fait, ça va me donner beaucoup de force. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu quelque chose de compliqué, de difficile, c'est quelque chose qui m'a nourrie et qui m'a rendue encore plus forte. Donc, je n'arrive pas à ne pas avoir envie de me battre face à une situation d'injustice. Et quitte souvent à ce que ça me porte préjudice. Mais je me dis, c'est pas grave. Voilà. En parlant de bagarre, je t'invite à ouvrir la dernière. C'est basket, c'est pas boxe. Oui. Tu es une Celtics ou une Warriors? Warriors. Warriors? Ouais, bien sûr. Ok. Pourquoi déjà pour Steph Curry, parce que j'aime bien. Voilà. Je trouve que pour le coup, au-delà, je suis pas. Pour ceux qui ne savent pas, Celtics et Warriors, c'est deux équipes de NBA, donc le basket aux États-Unis, et ils sont en finale en ce moment, l'une contre l'autre. Et en fait, elles représentent quand même des choses assez différentes l'une et l'autre, des choses historiques, des choses symboliques très fortes. Et donc, pourquoi toi tu préfères les Warriors du coup? Et donc, si on met dans le contexte ici, parce que je réponds aussi en fonction d'ici, ouais. Steph Curry pour moi est un modèle inspirant. À l'inverse d'une certaine époque où on a eu un Michael Jordan qui avait la possibilité, je pense, d'être une voix, mais qui a préféré en fait être plus politique peut-être. Et je ne jetterai même pas la pierre parce qu'en vérité, quand on est tout seul, finalement, c'est compliqué. Et par sa seule présence, ne serait-ce que parce qu'il a réalisé en tant qu'homme noir, en fait, dans le sport et devenir une superstar aux États-Unis et dans le monde, c'est déjà un modèle d'inspiration. Il a inspiré énormément de jeunes et je pense de gens, de supporters. Donc ne serait-ce que parce qu'il a réalisé, il est important. Là, ce que j'aime bien, et c'est le cas aussi avec un sportif comme LeBron James, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez ces sportifs américains, c'est la prise de conscience qu'ils ont la capacité aussi de changer des choses et de faire progresser en fait notre société par des prises de position. Steph Curry, par exemple, il fait ses études en même temps et il a fait sa thèse en fait sur l'égalité homme-femme dans le sport. Et je trouve ça énorme en fait, parce que c'est même pas ce qu'il y a dedans, mais juste le fait, lui, Steph Curry, de faire sa thèse là-dessus, de rendre son mémoire sur ce sujet-là, cette information-là dit beaucoup de choses sur
sur la prise de conscience qu'il a en fait de chacun de ses gestes. Et voilà, ça, je trouve ça énorme. On a un Kylian Mbappé aujourd'hui en France et sa maturité, elle est juste incroyable. Et moi, je suis fière d'avoir voilà, des sportifs comme ça et de me dire que je suis journaliste dans le sport justement et de pouvoir me dire que le sport aujourd'hui véhicule vraiment de belles valeurs en fait. Est-ce qu'on a des sportives en France qui représentent ça aussi, de ton point de vue? Sarah Oramune. Oui. Qu'on va entendre juste après. Sarah Oramune, de par son parcours. Tu me laisseras dire ça, je suis désolée Sarah, mais qui n'est pas médaillée d'or aux Jeux Olympiques, mais je trouve que pour le coup c'est la plus marquante en fait. C'est celle qui a eu les bonnes prises de position et en plus de façon intelligente, avec diplomatie, qui est présente, qui transmet aussi beaucoup, c'est-à-dire que aujourd'hui elle remet l'échelle. Voilà, pour d'autres. Elle a lancé des programmes pour des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat aussi. Et voilà, par petits groupes. Et moi, j'ai une histoire que j'aime beaucoup raconter. Sarah la connaît du coup, parce qu'à force, je la raconte souvent. Mais cette histoire, pour moi, elle résume tout. Et elle résume tout ce que moi, j'ai envie de faire. C'est un petit garçon qui est sur une plage, qui est en train de ramasser des étoiles de mer et qui les remet à l'eau. Il y a un vieux sage qui marche sur cette plage et qui l'aperçoit et qui se rend compte qu'autour de lui, il y a des milliers d'étoiles de mer. Et donc, il s'approche de lui et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je remets les étoiles de mer dans l'eau. Mais ça va te prendre toute ta vie parce que regarde, elles reviennent. Et en plus, il y en a des milliers sur la plage. Et le petit garçon prend une étoile de mer, la rejette à l'eau et dit « Oui, mais pour celle-ci, ça pourrait compter. » Et ça résume tout. Voilà, pour moi, ça résume tout. C'est chacun à notre niveau. Dans notre façon de fonctionner, on est soit le vieux sage qui est témoin de la situation, qui a une prise de conscience, soit le petit garçon qui est en train de remettre des étoiles de mer, soit l'étoile de mer aussi. Et moi, j'ai été ces trois personnes-là, en fait. Donc voilà, et c'est ce que fait Sarah. Elle prend des étoiles de mer et elle les met dans l'eau. Sarah, tu vas nous raconter, je crois, tout ça juste après. Bravo. Absolument sans transition, puisque cette interview est hyper bien structurée et construite. Est-ce que tu connais l'histoire du Red Star ? Alors, j'ai pu la connaître. Il me semble oui. Ça part d'un... Ça t'évoque des choses en particulier ? Non, mais j'en ai parlé. Il faut savoir que j'ai aucune mémoire. Ouais. Charlotte, qui travaille avec moi, le sait. Mais c'est génial parce que quand je regarde des séries et des films, par exemple, après, je les oublie assez vite, c'est-à-dire une semaine après, et je peux les re-regarder en rigolant de la même façon, en me disant « c'est trop marrant ». Voilà. Moi, je la connaissais pas non plus. Il a fallu qu'un ami me la raconte. Cet ami, c'est Roux Savard, que vous avez vu juste avant, qui est intervenu, qui est le président de Singa, qui est un entrepreneur, un journaliste, qui est réfugié politique en France. Et qui, un jour, on allait au stade, moi c'était la première fois que j'y allais avec lui, il m'a raconté toute l'histoire du Red Star en me disant « mais tu te rends pas compte, ce club est mythique. C'est un club dont nous, on a appris l'histoire dans notre école de sport en Iran. Tout le monde en Iran qui s'intéresse un tout petit peu au sport connaît le Red Star. » Elle me dit « ok, il nous manque quand même des informations parce que c'est quand même plus proche de là où j'habitais qu'a priori Téhéran. » Et l'histoire du Red Star, elle est très connue parce que le fondateur et directeur de ce club, c'était Jules Rimet. Et Jules Rimet, c'est aussi lui qui a pris la tête de la Fédération française de football, puis de la FIFA, et c'est lui qui a créé la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, Coupe du Monde qui s'appelait la Coupe Jules Rimet, jusqu'à ce qu'elle change en fait il y a une trentaine d'années. Et je trouvais ça génial en fait ce pas de côté de réaliser en fait quelque chose qui est peut-être fondamental dans l'histoire du sport et de ce sport que moi j'aime beaucoup qui est le foot, parce que quelqu'un est venu en fait de l'étranger pour pouvoir me le raconter et me permettre de réaliser en fait à quel point c'était essentiel. Et ça m'a permis aussi de m'intéresser un peu plus largement à quel point en fait le foot était lié à l'immigration. Le foot, c'est par essence un sport de migrants. Quand tu regardes les équipes les plus connues, la moitié des joueurs en fait ils viennent de l'étranger. Tu regardes des grands clubs comme le Barça,
ils ont été construits, et c'est hyper intéressant, par 6 étrangers, dont Hans Gamber, qui est le fondateur extrêmement connu, et 6 Catalans. Donc ça veut dire que ce club mythique, qui est sans doute l'un des plus grands clubs du monde, a été construit par une coopération entre des immigrés et des Catalans. Et c'est pareil pour l'Inter National de Milan, qui aujourd'hui est le théâtre de chants racistes et xénophobes. Il a été construit parce que les étrangers n'étaient pas acceptés en fait au Milan AC, qui était le vieux club super conservateur, etc. Et donc, ma question, j'y viens, c'est est-ce que toi tu vois aujourd'hui dans les médias sportifs un Red Star, quelque chose qui te paraît essentiel et à côté duquel on est encore en train de passer, quelque chose que seulement toi tu aurais remarqué et tu te dis j'aimerais bien que le reste des journalistes sportifs se mettent à mettre en avant, quelque chose que tu as envie de crier sur les toits amovibles de Roland-Garros? Je me suis pris de passion il y a quelque temps pour la data. Ah oui. Et pour des youtubeurs, en fait. Et je trouve que tous ces jeunes-là apportent beaucoup de choses. C'est des spécialistes, souvent, en fait, scouts, ou alors tout simplement passionnés de tellement de football monomaniaque que voilà, ils sont à fond dedans, mais qui n'ont pas... qui ont ce plafond de verre qu'on connaît dans les médias, que moi j'ai pu rencontrer. Et si on ne rentre pas dans une case, en fait, c'est très difficile de pouvoir rentrer dans un média. Aujourd'hui, j'essaye de prendre, alors je recherche encore, mais j'avais trouvé un garçon qui s'appelle Benjamin Charrier, avec qui on a travaillé du coup pendant 6 mois et qui a été recruté par l'OM. Donc d'ailleurs, je n'étais pas très contente. J'ai même envoyé un message sur Instagram à Pablo Longoria. Mais il était très très bon. Et en fait, moi, je regarde beaucoup leurs vidéos. Et c'est pas que pour ceux qui sont spécialistes de la data, mais il y a beaucoup de talent en fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça super intéressant parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. Donc, on était obligé de rentrer dans les clous. Et c'est devenu des médias en fait. C'est vraiment leur média à eux. Et aujourd'hui, et mon métier est en train de changer en vérité. Eux aimeraient être dans nos chaînes, et moi parfois j'aimerais être à leur place parce que ce sont des espaces de liberté. Alors même j'ai beaucoup de liberté, moi à titre personnel à BIN depuis le début, j'en aurais pas eu ailleurs en fait, mais ce côté construire leurs propres médias à eux avec leur communauté et qui sont finalement leur niche, donc des gens qui sont intéressés par ce qu'ils disent, et donc forcément il y a une interaction qui va être positive. Je trouve ça génial et c'est une vraie richesse. Donc parfois j'essaie d'en recruter, mais c'est vrai que même moi je me dis c'est difficile de leur trouver en fait une place. Un espace d'intégrer leur dans le format. Et puis souvent ils sont pas intéressés. Par exemple il y a Willow, donc je sais pas si vous connaissez, mais Willow c'est un YouTuber spécialisé dans l'analyse, la data, et il est formidable. Lui, j'ai contacté, ça l'intéressait pas du tout de travailler en télévision, pas du tout. Il est à Lyon, il est très bien, il travaille dans sa chambre. D'accord. On va repartir sur des choses un peu plus légères. J'ai un deuxième jeu. Ce jeu, en fait, il consiste à raconter 3 choses extraordinaires qui te sont arrivées, dont une est fausse. Je sais pas mentir. Eh ben, on non, va mais voir. réellement. Mais je dois deviner, et vous aussi, vous allez m'aider à deviner laquelle de ces choses est fausse. Et l'idée, c'est que si je gagne, tu fais 5 pompes. 10. Non, t'as dit 5. 15. et si je perds, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Est-ce que tu as besoin d'un peu de temps pour réfléchir ou... Non, on va y aller. Ok, ça marche. Je suis pas obligée de raconter l'histoire, juste c'est des voilà. Non, ouais, des choses extraordinaires et on doit deviner un peu laquelle est laquelle est fausse. Ok. Alors j'ai joué avec Zinedine Zidane un 5.
J'ai mis un petit pont à un joueur du Paris Saint-Germain. Et il y a le troisième, attends. La troisième. Attends. Après, on va se dire que c'est celle où je mens, alors que. Attends. Je réfléchis, d'accord ? Pause. Moi, je dis le mensonge est dans les deux premières, mais bon, après. Pas forcément, peut-être que j'ai des difficultés à trouver le mensonge. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Où je peux mettre 2 mensonges. J'ai parlé mode avec Neymar. T'as parlé mode ? Avec Neymar. Ok, du coup, si vous pouvez faire un pouce vers le haut quand vous pensez que c'est vrai, un pouce vers le bas quand vous pensez que c'est faux. Du coup, est-ce que Vanessa a joué avec Zinedine Zidane à un 5 ? Moi, je dis que c'est vrai. Je me demande s'il n'y a même pas des images, d'ailleurs. Il y a des images, non ? Ouais. Pas forcément à mon avantage. Mais en même temps, ouais. Et du coup, le deuxième, c'est t'as mis un petit pont à un joueur du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain. Moi, je dis c'est faux. C'est incroyable comme vous doutez de ma capacité non, à c'est faire pas des ça. grandes choses. Ça aurait été du Real, peut-être. Non, mais c'est plus parce que moi, je me dis, c'est l'une des deux. Comme il y a des... Et en même temps, est-ce que tu avais joué au 5 avec Zinedine Zidane ? J'ai un petit doute. Et donc, la troisième, c'était... J'ai parlé mode avec Neymar. Ah, mais oui, et en plus, alors celle-là, moi je dis que c'est sûr, parce qu'il me semble avoir lu que tu n'avais pas eu le choix, que tu étais obligé de lui poser des questions que sur des trucs comme ça. Donc, alors oui, il y a des pompes en jeu. Je dis que tu n'as pas joué au 5 avec Zinedine Zidane. Bah, j'ai joué au 5 avec Zinedine Zidane. Merde. Petit réveil musculaire. Allez, on compte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, 10, ok. 7, 8, 9, 10. Ah, parce que même en plus, c'est sur le bout des doigts. Bravo, hein. Sur le bout des doigts en plus. Ouais. Mais à chaque fois, en fait, tu vas faire 10 pompes. Parce qu'il en reste 2. Hein. Et ça se trouve, tu sais, peut-être que j'ai donné que des trucs vrais. C'est possible aussi. Hein. Ah, mais le jeu, c'était que tu en dises 1. Oui. Faux. Après, moi, ça me dérange pas. On a un jeu chez Singa qui est stupide, qui s'appelle Transmute, qui consiste à faire... à chaque fois que quelqu'un te dit Transmute, tu dois faire 10 pompes. Donc, en fait, les gens chez Singa, ils sont assez forts en... donc vous êtes bien entraînés, quoi. Pas mal, ouais. Ok. Ouais. Donc, voilà. Donc, la deuxième, j'ai mis un petit pont à un joueur du Paris Saint-Germain. Bah, c'est faux, du coup. Eh ben, c'est vrai. Mais bon, moi, je veux bien refaire 10 pompes. Mais je trouve que t'as pas respecté. Allez, 5. Et je raconte juste pendant. Vas-y, je t'en prie. Ça plaisir. Je sais pas s'il terminera l'interview, du coup. Ah ouais. Non, en fait, mon meilleur ami, Ossine Ragued, jouait au Paris Saint-Germain, donc chez les jeunes, et il a signé son contrat pro Paris Saint-Germain. Et donc, on était en vacances. Et peut-être sur un moment d'inattention, je sais pas, mais j'ai réussi à lui mettre un petit pont et j'étais trop fière de moi. Et la dernière, donc du coup... Elle est fausse, celle-là. Elle est fausse parce qu'en fait, et par contre, je suis très vicieuse là-dessus, parce qu'effectivement, c'était lors des trophées UNFP. Le premier truc qu'on me dit, donc Neymar arrive, on me dit, en fait, tu lui parles de tout ce que tu veux, mais tu parles pas foot. Et tu lui parles pas du Paris Saint-Germain ou même du Brésil. Et donc, du coup, je me suis dit, je lui parlais mode. Mais en fait, il n'a pas compris ma question. Et donc, juste, la seule réponse que j'ai eue, c'est est-ce que vous êtes content d'être ici ? Et donc, voilà la seule chose que j'ai eue de Neymar. Par contre, j'ai parlé mode avec Dani Alves. D'accord. Voilà, donc, c'était Dani Alves dont je parlais.
Je vois qu'il nous reste 19 minutes. On a un peu de temps. J'ai des petites questions à suivre, mais je me dis que peut-être je pourrais te faire le même truc, histoire que tu fasses quand même des pompes. Donc je vais raconter trois histoires. Je suis pas obligée d'accepter. Alors, tu as le droit de refuser, mais si tu veux, je raconte 3 histoires, et tu dois deviner laquelle est fausse. Ok. Alors, la première histoire, c'est comment j'ai convaincu Kate Middleton de venir au lancement de Zynga à Londres. Donc, en fait, j'ai été invité à l'ambassade d'Angleterre à Paris. Et j'ai découvert un truc qui est complètement dingue en termes de cérémonial. Ils te placent dans la salle de l'ambassade debout. C'est-à-dire que ça a l'air d'être désorganisé, mais en fait, t'es mis debout dans la salle et tu as donc le prince et la princesse qui viennent. Et donc, je me suis retrouvé les yeux dans les yeux avec Kate Middleton. Et je lui ai parlé de Zynga et je lui ai dit qu'on allait bientôt lancer à Londres. Et elle a dit, je viendrai pour le lancement de votre organisation à Londres. Ce lancement s'est déroulé du coup dans le siège social d'Airbnb. Voilà, donc ça c'est la première story. La deuxième, c'est aussi à Londres. En fait, en 2017, j'ai gagné le prix Forbes Under 30. Il sélectionne 30 jeunes partout en Europe. Du coup, il propose... ils mettent en avant ces jeunes pour les différentes réussites qu'ils ont eues. Et du coup, en fait, j'avais une adresse à laquelle je devais me rendre à Londres. Je ne sais pas si je vais continuer ce jeu, il y a de plus en plus de gens qui partent. C'est hyper troublant. Bienvenue dans mon monde. Et donc, du coup, en fait, je me suis planté d'adresse. Et j'étais, mais genre, à l'autre bout de la banlieue en fait londonienne. Ce qui fait que quand j'ai appelé en fait l'équipe, ils m'ont dit non mais tu seras jamais sur la photo, en fait t'as pas le temps. Donc du coup, la seule photo Forbes Under 30 sur laquelle il y a 29 personnes au lieu de 30 depuis 10 ans, c'est la mienne et je suis pas dessus. Donc, voilà. Et la troisième, c'est que je suis le personnage d'un roman. Puisque dans les différentes personnes qui ont accueilli des personnes réfugiées grâce à Zynga, il y a un romancier c'est sa mère qui a accueilli lui les romanciers, qui a écrit un bouquin chez Flammarion. Et donc du coup, il a raconté en fait toute l'histoire de comment ça s'est passé. Il y a tout un chapitre en fait qui parle de notre rencontre à tous les deux. Et j'en parle aujourd'hui parce que ça va sortir et que ça va devenir un film. Et donc du coup, on est aussi super content que petit à petit, les histoires qu'on a pu créer deviennent médiatiques et rentrent dans la sphère culturelle. Voilà. Je dirais que la dernière est vraie. La dernière est vraie. Parce que j'ai vu de l'émotion. Ouais, c'est possible. Mais j'ai de l'émotion aussi au départ, parce que j'étais là, genre, pourquoi tout le monde parle ? T'es troublée. J'ai vu de l'émotion. Je pense que Kate Middleton, c'est vrai aussi. Kate Middleton, c'est vrai. Et la deuxième est fausse. Et la deuxième est fausse. Je sens que je vais refaire des pompes. Mentaliste. J'en fais 5 parce que sinon. Non mais tu sais quoi, je ferai les pompes juste après. Je te pose la question suivante. Ouais, j'en avais fait 2 déjà. Avec Zynga, on est bien parti pour créer une télé. C'est un des grands projets là, des 10 prochaines années qui arrivent. Zynga, c'est une organisation là, qui a 10 ans, qui est née pour révolutionner l'inclusion des nouveaux arrivants en Europe. Et notre objectif depuis toujours, c'est que quand tu tapes migrants en fait, dans un moteur de recherche, tu tombes plus sur les images que tu vois actuellement, c'est-à-dire que tu vois systématiquement une foule. Tu vois toujours une foule qui est en déplacement, entre guillemets, en mouvement, en voyage, et qui a l'air soit en détresse, soit agressive.
Ça, c'est les images qui sont projetées par tous les moteurs de recherche quand tu penses à migrants. Donc, tu vois jamais des individus, tu vois jamais des choses qui sont liées à la culture, tu vois pas de choses qui sont liées à l'économie, tu vois pas de choses en fait qui sont liées aussi à la réussite, l'installation, puisque bon, être dans le déplacement, c'est pas toute la vie d'un migrant, puisque après il passe des années en fait à l'endroit où il est allé. Et donc du coup, notre objectif avec cette télé, ça va être de faire évoluer l'image, le récit en fait qu'on a de la migration. Et donc, imaginons que tu es intéressé par le poste de CEO de cette télévision. On a déjà passé plusieurs entretiens, on est dans les derniers tours. Si je te demande quel type de programme tu aimerais développer pour qu'on fasse évoluer le récit des migrations, est-ce que tu aurais des idées ? Alors, tu vois, c'est marrant que tu me dises ça, parce que tu parlais d'un livre, mais j'ai commencé, c'est très difficile, à écrire l'histoire de ma mère, que j'aimerais appeler, je ne sais pas si vous aurez la ref, une histoire française. En fait, le programme que je te proposerais, tout simplement, ce serait des portraits, une forme de documentaire, en fait, mettant en avant des parcours avec des histoires particulières, mais qui, aujourd'hui, incarnent finalement l'histoire de la France. Et c'est le cas pour le coup pour ma maman. Et je pense que dans cette heure-là, c'est peut-être finalement l'histoire qui sera la plus intéressante, beaucoup plus que la mienne finalement, parce que c'est l'histoire qui m'a nourrie. Et je suis persuadée qu'en fait, on a dans notre ADN des stigmates, parce que au départ, c'est plus ça, de l'histoire de nos parents. Moi, ma mère est une immigrée algérienne. Elle est arrivée en France en 1961. Elle a été en fait victime de la colonisation en Algérie, victime de la guerre d'Algérie aussi, par tout ce qu'elle a pu vivre et que j'essaye aujourd'hui de collecter et de raconter. C'est très difficile à écrire parce que ça veut dire qu'il faut que je m'assoie avec ma mère, même si elle me raconte ses histoires depuis que je suis toute petite et que je l'écoute et qu'elle pleure aussi, parce que ce sont encore des choses qu'elle a en elle et qui sont aussi en moi. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, tout simplement parce qu'en fait, et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, que c'était pas possible en fait pour les enfants algériens en fait, qui étaient des indigènes, qui n'avaient pas de vrai statut et qui n'avaient pas le droit, en tout cas en fonction des époques, d'aller à l'école. Et il y a eu un moment donné où elle a pu aller à l'école, c'est quand les Algériens se sont dit on va créer notre propre école, ils avaient l'autorisation, et puis après finalement ils n'avaient plus l'autorisation. Donc elle n'a jamais appris à lire et à écrire. Elle a été mariée aussi, parce que ça fait partie aussi de la culture. Je ne sais pas aujourd'hui si elle en veut ou si elle a de la gratitude pour sa mère. Elle avait un grand frère qui était dans le FLN. Et en fait, pour apaiser finalement la situation de la famille et que la famille ne soit pas embêtée, en fait, ma grand-mère a donné ma mère en mariage à un Algérien, mais de l'armée française. Ma mère avait 14 ans. Donc elle est partie 1 an et demi plus tard en France. Elle a eu 2 enfants, mon grand frère et ma grande sœur, Morad et Soraya. Moi, je m'appelle Vanessa, mon petit frère s'appelle Johan. Parce qu'en vieillissant en France, en prenant de la maturité, elle s'est rendue compte, et elle me l'a dit aussi il n'y a pas longtemps, que pour nous, en fait, ce serait une chance d'avoir des prénoms français pour mieux nous intégrer. Et qu'en fait, elle a tellement entendu le mot intégration qu'elle a tout fait pour se gommer pendant de nombreuses années, au point parfois de te faire appeler Fanny ou Fatih. Et donc, d'être le moins algérienne possible, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, en fait, tout simplement. Le mari qu'elle a eu la battait, elle s'est enfuie. Elle a pu récupérer que sa fille après, une fois qu'elle a réussi à s'installer, après avoir été de Châteauroux où elle était, jusqu'à Paris où elle a été SDF, où elle a réussi finalement à trouver un emploi parce qu'elle cuisinait bien. Donc voilà, c'est toute une vie en fait qui s'est construite comme ça. Et aujourd'hui, elle a travaillé à l'hôpital pendant 30 ans. Aujourd'hui, ma mère, elle a 2 maisons, donc elle est très fière. Elle a 4 enfants qui ont tous réussi à leur façon.
Mais je pense que la chose dont elle est la plus fière aujourd'hui, c'est que je parle d'elle. Que je parle d'elle à la télévision. Arrêtez parce que je vais chialer. En fait, pour moi, la plus belle chose que je pourrais faire aujourd'hui, c'est finalement montrer à quel point ce parcours, il est beau et il incarne cette fameuse méritocratie républicaine dont on parle. Ma mère a été victime de racisme toute sa vie, de sexisme aussi, mais elle a eu quelque chose qu'elle m'a toujours appris, finalement, c'est à me battre, de jamais dépendre d'un homme, avec des choses très simples, en me disant qu'il faut que j'ai un compte en banque à moi, que me marier, c'est pas obligatoire, qu'il faut que je sois libre, en fait, que je fasse ce que j'ai envie de faire, mais tout en faisant attention aussi là où je suis, et en étant très cartésienne et en me disant des fois, c'est quelque chose qui est répété souvent, faut se faire discret, tout en n'étant pas du tout discrète. Voilà. Et aujourd'hui, son parcours, celui d'une femme qui savait pas lire et qui savait pas écrire, moi je me dis que si elle avait eu cette possibilité, elle serait sans doute peut-être, je sais pas, présidente de la République. Sincèrement, tellement je la trouve intelligente et forte pour le coup. Et tout ce qu'elle a pu vivre avant, en fait, c'est ce qui m'a forgée. Et moi, j'ai rencontré des difficultés, mais qui sont moindres par rapport aux siennes. Et finalement aussi, dans là où j'ai grandi et les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, je me suis jamais dit qu'en fait ma vie avait été difficile. Et c'est que maintenant, en racontant et en voyant dans le regard de gens, où je me dis, en fait, c'était peut-être chaud, quoi. Mes parents après, donc elle a connu mon père après, donc elle a eu 2 enfants, ils se sont séparés. Toujours dans la difficulté. Donc, ce qui me fait que moi, j'ai gardé ça aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de pas bien derrière. Donc, je suis toujours super attentive autour de moi. En ça, j'ai gardé ça d'elle, du fais-toi discrète, où, bah voilà, des fois, je sais qu'il faut que je me mette en retrait. Le fameux instinct de survie. Mais j'avais 7 ans, je faisais les impôts de ma mère. Ma mère a eu un redressement fiscal et je me suis retrouvée à aller devant une dame des impôts. Et ma mère, très comédienne aussi, elle a ce truc-là, à pleurer. Ah, c'est pas ma faute, je sais pas lire, je sais pas écrire. C'est ma fille qui fait mes impôts, elle s'est trompée. Elle me donnait des coups de pied et elle pleure. Oui, c'est pas ma faute. Je savais pas comment on faisait, voilà. Et donc nous, on n'a pas eu de redressement fiscal. Donc voilà, c'était la pension alimentaire de mon père en fait. Lui avait eu un redressement et du coup, ça passait. Et donc du coup, c'est venu jusqu'à nous. J'ai pas vu mon père pendant 10 ans. Et il y a une période où il n'a pas payé la pension alimentaire. Donc finalement, c'était difficile. Elle nous ramenait à manger de l'hôpital. Et ça, c'est des choses que j'ai... Pour moi, en fait, finalement... ma mère a rendu toujours ça très positif. Donc, pour moi, c'était la normalité. J'étais à l'école et un jour, j'ai une copine qui me dit « Mais pourquoi c'est ta femme de ménage qui vient te chercher ?» Et je dis « Mais c'est pas ma femme de ménage, c'est ma mère. » Et ça, c'est des choses, finalement, qui s'impriment aussi en nous et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aussi ce côté très rentre-dedans et que je suis dans la bagarre. J'ai tenu ça d'elle et aussi de... Je vais sauter sur ta respiration parce qu'il nous reste 5 minutes. Ouais. Et l'idée, c'était quand même aussi que le public puisse profiter de toi. Justement, c'était l'une des premières choses que tu nous as dit, c'est prendre même 30 secondes quand on rencontre quelqu'un. Donc, on va leur ouvrir, s'il y a des questions dans le public, à vous de jouer. Si je finis juste ma phrase, parce que du coup, j'avais une conclusion, même si ma réponse était longue, je parle beaucoup. Mais en fait, si je vous raconte tout ça, c'est parce que pour moi, je suis persuadée de la capacité de résilience qu'on a tous, c'est-à-dire de transformer tout ce qui a pu être négatif finalement dans nos vies en quelque chose d'ultra positif. Moi, aujourd'hui, tout ça, franchement, je le referai 1000 fois, je voudrais exactement la même vie, parce que ça a été une force et je m'en nourris encore aujourd'hui, réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis ultra fière d'être là, d'être ici, pour moi, évidemment par ego, mais surtout pour ma mère. Parce qu'aujourd'hui, elle se balade à Saint-Germain-en-Laye en mode resta. Mais vous n'imaginez même pas à quel point elle est tout le temps en train de parler de moi. Elle fait des selfies avec le maire. Voilà. Qu'elle me fait envoyer en WhatsApp par ma sœur. Donc voilà,
tout ce que vous pouvez rencontrer de négatif dans vos vies et ça prend des formes différentes. Il y a des choses qui sont 1000 fois plus graves que ce que j'ai pu rencontrer. C'est une force et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est quelque chose qui se met là, en fait. Qui se met là et qui se réveille quand il y a une difficulté. Et c'est comme un... Je ne sais pas si les sportifs ont ce truc-là, mais moi, je l'appelle le facteur X. C'est ce qui fait qu'en fait, moi, je n'ai peur de personne et je me dis que rien ne peut m'arriver. Rien de pire, en fait. On ne peut pas me faire plus mal, mais en même temps, ce truc pas bien, mal, est devenu quelque chose d'ultra positif qui fait qu'en fait, j'avancerai toujours. Voilà. C'est le seul conseil que je peux donner. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée là-bas. Ouais. Bonjour. T'as un micro qui arrive. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Honoré, je fais partie de la promo 40 Montpellier Les Déterminés avec mes camarades Antoine et Mathieu. Vanessa, Guillaume, moi j'ai une question pour Vanessa. Si tu devais choisir qu'un sport, un seul sport, lequel tu choisirais et pourquoi ? Le football. Le football parce qu'en fait au départ, c'était ça ma vraie passion. C'est là où... en fait c'est mon père quand j'étais toute petite qui m'a emmenée au camp des loges. Et j'ai vu Luis Fernandez mettre une baffe à un de ses coéquipiers. Et en fait, je me suis dit, c'est génial. Donc, et je me suis pris de passion. Quand mes parents se sont séparés, en fait, moi, j'ai continué à aller tous les week-ends au camp des loges. Et donc, j'ai suivi le Paris Saint-Germain. Et puis, je me suis intéressée à tout. À l'époque, moi, le foot était aussi en gratuit, la Ligue des Champions. J'allais chez Nabil Djellit regarder le football, Canal et compagnie. Ou alors, j'écoutais à la radio et je regardais les images encryptées. C'était une autre époque, hein, vraiment. Et en fait, par la force des choses, dans mon parcours, le premier truc, c'est quand on est journaliste, déjà, il faut manger. Donc, quand j'ai fini mes études, je suis sortie major, en plus de ma promotion, mais j'ai eu du mal à trouver un travail. Donc, du coup, je me suis retrouvée à faire barmaid dans un bar, dans une boîte même, le Garden Club. C'était assez drôle parce qu'en plus, c'était tous les dealers de l'Ouest parisien qui venaient là. Moi, j'étais la petite de Saint-Germain-en-Laye. Et même si j'avais grandi dans la ZUP, j'avais ce côté un peu bourgeoise quand même. Donc, j'étais un peu pas... j'étais pas dans mon milieu, quoi. Mais voilà, c'était cool. Et à chaque fois, en fait, j'ai dû avancer. Mais en fait, les choses que je faisais, c'était pas vraiment ce que j'avais choisi. C'était l'instinct de survie. Il faut manger. Donc, ok, je travaillais en boîte. Le premier métier que j'arrive à trouver, c'est en bossant avec Coé. Je suis caméraman, alors que normalement je suis journaliste. Je fais de la lumière, je réalise des sketchs pour la méthode Coé. Donc je me retrouve à faire des trucs, mais je progresse. Et finalement, ce que j'ai appris là, ça m'a servi après pour mes émissions. Mais au départ, moi, c'était le foot. Donc, au bout de 2 ans et demi, quand je me sentais prête, je suis partie. Je vais dans une chaîne, Orange Sport. Et là, en fait, je suis sur tout sauf du foot. Parce que je suis une fille. Alors, on me veut parce que je suis une fille, il n'y a pas de fille. Mais on me met sur l'omnisport, parce que le foot, c'est pour les garçons, en fait. Et plus je l'ai senti, ça, et plus on me l'a dit, et à un moment, on me l'a dit assez de façon nette. Et en fait, je me suis dit, et j'en suis là aujourd'hui, vous voulez pas de moi là-dedans, moi, je vais aller là-dedans, et je vais vous montrer que je vais être déjà, meilleur que vous, mais pas parce que je m'y connais plus ou ce que vous voulez, parce que finalement, demain, moi, mon chéri, il peut bosser en télé et être consultant. Hein. Mais voilà, réaliser les meilleurs avant-matchs pour que les gens se reconnaissent en moi, que les petits comprennent ce qu'on est en train de raconter. Donc apporter quelque chose de différent et que les gens passent un bon moment, parce que pour moi, le foot, c'est un superbe divertissement. Mais le football. Et à la fin de l'année, j'irai au mondial. Voilà. Merci. Bon, je suis désolé, on va s'arrêter là. Un immense merci, avec plaisir. Vanessa, pour toutes les leçons aussi que tu nous as transmises et cette combativité. Je pense que clairement ça ressort. Et je pense que je sais pas si tu files immédiatement, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir réussir. Je vais rester un petit peu. Ouais, si certains ont d'autres questions. D'autant plus qu'en fait, moi, je suis pas, je me considère pas comme une inspiration. En fait, on a pu me donner ce rôle-là, mais plus pour des petites jeunes. Mais en fait, c'est en échangeant, en faisant des choses pour des plus jeunes aussi, que moi, je suis inspirée. Et ça me fait énormément de bien aussi d'échanger, parce que ça me donne beaucoup de force. Et j'ai la sensation de faire des choses qui sont utiles, en fait. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on en parle après. Voilà, je suis dispo avec plaisir. Merci.